remercier l'Allemand de m'avoir invité à cet événement. Et je suis ravi d'être ici pour pouvoir parler avec vous d'une partie de ma thèse, donc qui n'est pas spécifiquement sur les vins sans fausse note, mais plutôt sur l'oxydation et comment ça préserver. Donc, comme Marion vous l'a dit, je suis encore doctorant, donc j'ai fait un plan, parce que c'est assez scolaire. Et du coup, je vais passer assez rapidement sur ce plan. On va un petit peu balayer ce qu'on sait en termes de l'origine et l'impact de l'oxydation sur les vins blancs, et comment est-ce qu'on peut conserver le potentiel aromatique de ces vins dans ce contexte d'une oxydation. Et évidemment, on va voir comment est-ce que c'est possible de faire ça sans sulfite. Au cours de ma thèse, j'ai utilisé une technique donc, de haute précision qui s'appelle la métabolomique. Je vais vous présenter un petit peu en quoi ça consiste et puis comment est-ce qu'on l'a utilisé et essayer de vous montrer l'intérêt de cette technique. Et ensuite, j'ai répondu à 3 questions qui sont très basiques, qui est qu'est-ce qui est relargué par les levures inactivées, comment ça fonctionne et quel est l'impact sur les vins. Alors l'oxydation, je pense que beaucoup d'entre vous savent comment ça fonctionne. Le point de départ de toute oxydation, c'est l'oxygène, comme son nom l'indique. Et en fait, l'oxygène, on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire qu'il est présent tout au long de la fermentation. Il se retrouve après en bouteille emprisonné. Et au cours du vieillissement de la bouteille, l'oxygène va pénétrer dans la bouteille via l'obturateur. Et l'idée ici, c'est de se dire, pendant la période de vinification, on peut un petit peu manager cet oxygène. Une fois que la bouteille est fermée, on ne peut plus rien faire. Donc en fait, comment est-ce que l'oxydation se déroule dans la bouteille ? C'est important de le comprendre pour savoir comment est-ce qu'on peut essayer de lutter contre. Donc j'ai résumé ici, c'est un très gros résumé de ce qui se passe quand de l'oxygène rentre. Et la première chose, c'est qu'en fait, l'oxygène ne réagit pas directement dans la bouteille. L'oxygène, il va être activé par des composés qui sont naturellement présents dans les vins, que sont les métaux de transition. Donc ici, j'ai mis l'exemple du fer. On peut aussi me donner l'exemple du cuivre. Donc le fer va activer l'oxygène en une espèce qui est beaucoup plus réactive, et cette espèce réactive, elle va réagir avec des composés, des fonctions qui sont très présentes dans les vins. Ici, c'est une fonction catéchol, et en fait, cette fonction catéchol, c'est une part intégrante de d'autres composés qu'on connaît très bien, qui sont les composés phénoliques. Donc en fait, l'entrée d'oxygène, ça provoque finalement l'oxydation de catéchol en une molécule qu'on appelle des quinones. Autrement dit, en fait, on va oxyder des phénols en des phénols oxydés qui sont potentiellement dommageables pour le vin. Alors pourquoi potentiellement dommageables pour le vin ? Ces fonctions quinones, en fait, c'est des fonctions qui sont très réactives, très oxydantes, et vont avoir plusieurs effets plus ou moins néfastes dans l'évolution du vin. Alors premièrement, ces composés oxydants, ils vont pouvoir capter des polyphénols qui sont présents dans les vins, et en fait, cette réaction de captage, ça va créer des polymères qui, en grandissant, vont brunir, et ce brunissement des polymères, ça provoque le brunissement de la matrice globale vin. Donc en fait, on a un vin qui va brunir chimiquement. C'est une des premières réactions qu'on ne désire pas, notamment dans les vins blancs ou dans les vins rosés. Donc deuxième réaction, on va laisser comme ça, deuxième réaction possible, c'est les quinones qui vont réagir avec d'autres composés naturellement présents dans les vins, que sont les acides aminés. Et là, on parle de réaction de Strecker, donc on va former des aldéhydes. Et en fait, ces aldéhydes, ils ont des propriétés aromatiques, donc qu'on attribue souvent au goût de miel ou de pommes de terre bouillies. Et lorsque ces aldéhydes sont trop présents dans la matrice, on parle souvent de vins oxydés ou d'arômes oxydatifs, de bouquets oxydatifs. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et enfin, dernière potentielle réaction de ces quinones, ça va être la fixation de composés aromatiques. En fait, les composés thiolés, donc c'est des composés qui sont bien connus pour apporter des notes agrumes et puis fruits exotiques dans les sauvignons blancs. Ces composés thiolés, c'est des composés qui sont antioxydants, ou du moins c'est des composés qui sont sensibles. Et lorsqu'ils vont réagir avec les quinones, donc là je vous ai mis un exemple de composé thiolé modèle, donc en fait c'est résumé à sa fonction réactive, sa fonction SH, donc en fait c'est une fonction soufre qui est disponible à la réaction. Donc ces composés thiolés vont s'additionner sur notre quinone, et en s'additionnant sur cette quinone, ils vont la réduire en une fonction catéchol. Donc en fait on va réduire les dommages potentiels que pourrait infliger la quinone. Donc là-dessus, on est sauvé. Par contre, le problème, c'est qu'une fois que le thiol il est fixé, il est plus aromatique. Donc dans notre vin, ce qui se passe, c'est que le nombre de composés thiolés libres disponibles, il diminue. Donc le bouquet aromatique du vin, il diminue. Donc en fait, on a un vin qui perd en éclat aromatique, en fraîcheur au cours du temps. Alors ça, il y a des solutions pour s'en prémunir. La solution la plus connue, c'est utiliser des soufres, des sulfites. Et... Dis donc. L'utilisation de sulfite, en fait, ça réagit exactement de la même façon. C'est-à-dire que
les sulfites ils vont s'additionner sur la quinone pour la réduire. Et en fait, le fait de consommer ces sulfites à la place de consommer d'autres composés aromatiques, c'est ça qui va faire que nos composés aromatiques vont être préservés dans notre matrice. En fait, cette réaction, on appelle ça une réaction de compétition, parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une compétition pour l'addition sur la molécule oxydante, et en gros, c'est les sulfites qui réagissent mieux, du coup, ils vont plus facilement s'additionner, et donc la concentration en thiol libre, disponible, reste quasiment équivalente ou diminue plus lentement. Alors là, on se rend bien compte qu'il y a un truc avec les soufres. Immédiatement, on se dit que si le soufre des sulfites et puis le soufre des composés de thiolés réagit, ça se peut qu'il y ait d'autres composés soufrés qui réagissent. Et en fait, dans la nature, il y en a. Depuis quelques années, on fait une sorte de petit focus sur le glutathion, qui est un composé soufré naturellement présent dans énormément de cellules, donc dans les cellules humaines, végétales et dans les levures. Et en fait, ce soufre, il fonctionne exactement comme le SO2, c'est-à-dire qu'il va être compétiteur de l'addition sur des quinones et donc va potentiellement protéger les thiols. Et la question qu'on se pose, donc, ça va être si le glutathion le peut, est-ce qu'il existe d'autres composés soufrés qui vont pouvoir avoir exactement la même réactivité? Et s'ils existent, est-ce qu'on peut les mettre en évidence et puis est-ce qu'on peut quantifier leur activité? Alors la réponse c'est oui, sinon je ne serais pas là pour en parler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le glutathion est naturellement produit par les levures, ce qui fait qu'on peut naturellement augmenter la concentration de glutathion dans une solution, tout simplement en ajoutant des levures qui vont libérer ce glutathion dans la solution. Pour ça, il faut des produits qui sont assez spécifiques, parce qu'il ne faut pas que le glutathion il soit dégradé avant d'être apporté en solution. Donc dans la panoplie des produits œnologiques disponibles, il y en a un qui se prête bien à cet ajout de glutathion, c'est les levures inactivées, parce que ce sont des produits qui vont être qu'on va pouvoir enrichir au cours du processus de production en glutathion. Donc le glutathion va s'accumuler dans la cellule. Et puis, vu que c'est des produits qui sont très peu dégradés, lorsqu'on va l'ajouter en solution, le glutathion va se libérer quasiment intact dans la solution et va enrichir la solution. Donc si on regarde un petit peu comment est-ce qu'on produit ces levures inactivées, sur le papier c'est assez simple, en réalité c'est un peu plus compliqué, mais si on résume en quelques idées, il y a une phase de production, de multiplication, où en fait on met des levures actives dans un milieu qui va être non limitant, elles se multiplient, elles croissent, et après un certain moment on va les inactiver, les sécher, et on a nos levures inactivées. À côté de ça, il est possible de jouer un petit peu sur un certain nombre de paramètres lors du processus de production, notamment sur le milieu de culture utilisé ou la souche de levure, puis toutes les autres étapes de production, pour créer un produit qui, au final, est naturellement plus riche en glutathion parce qu'elle a naturellement accumulé plus de glutathion. C'est ce que j'ai appelé plus tard des levures sèches, inactivées, naturellement riches en glutathion. Et moi, ma question, ça a été immédiatement, est-ce qu'on peut réellement penser que parmi tous les métabolites et parmi toutes les chaînes métaboliques qu'il existe, on peut enrichir en glutathion sans enrichir en d'autres métabolites? Vraisemblablement, je pense pas. Et ça, il suffisait ensuite de le prouver. Donc on a un petit peu travaillé et on se rend compte rapidement qu'en fait, pour répondre à cette question-là, il faut aller à une échelle qui est assez précise. Il faut aller chercher un petit peu les molécules qui sont amplifiées, les molécules qui sont accumulées dans la cellule. Et donc pour ça, on a utilisé une méthodologie d'étude qu'on appelle aujourd'hui la métabolomique, qui était à la base destinée pour la médecine. Et cette métabolomique, c'est un mot assez compliqué pour dire quelque chose de très simple, c'est on regarde l'ensemble des métabolites ou des molécules qui sont présentes dans un organisme ou dans un environnement à un temps donné. Alors on a créé un mot encore un peu plus sexy que métabolomique, c'est l'œnolomique. Donc l'œnolomique, c'est le croisement de la métabolomique appliquée à l'œnologie. Et en fait, l'œnolomique, justement, c'est l'utilisation d'analyses haute précision pour rendre compte de la diversité chimique qu'on trouve donc dans un produit œnologique ou dans un vin. Et on sait que dans un vin, en fait, la chimie du vin, elle est liée à la manière dont le vin a été produit, donc produit à la vigne, mais aussi à la cave, et la manière dont ce vin il a été conservé. Et en fait, cette image chimique, elle représente un petit peu le passé du vin. Et nous, ce qu'on va chercher à voir, c'est est-ce qu'en connaissant cette image chimique au temps présent, on peut prédire comment ce vin va évoluer dans le temps futur. Je vais pas non plus dire énormément de mots sur la méthodologie d'analyse, mais juste un petit peu sur cette machine qui est en fait un spectromètre de masse. On va en parler plusieurs fois pendant
la présentation, donc je voulais le présenter un petit peu plus précisément. En fait, ce spectromètre de masse, son but, c'est de mesurer le temps nécessaire à une molécule pour aller du bas de la colonne au haut de la colonne. Donc en fait, ce spectromètre de masse, c'est un chronomètre excessivement cher. L'intérêt de connaître le temps que met une molécule pour voler, en soi, il n'est pas terrible, sauf quand on pense que le temps qu'il met, il est proportionnel à la masse de la molécule. Et cette masse de la molécule, en fait, elle est exactement égale à la composition moléculaire, enfin la composition atomique donc de la molécule. Donc en fait, en connaissant la masse, on peut calculer le nombre de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et de soufre. Et du coup, là, on retombe un petit peu sur nos pattes, parce que si on arrive à montrer que dans une molécule, il y a du soufre, eh bien potentiellement, ce soufre, il est disponible. Donc en fait, on peut potentiellement mettre en évidence l'abondance ou pas de nucléophiles dans une solution ou dans un produit œnologique. Pour ce travail de thèse, j'ai eu à ma disposition donc, 3 dérivés de levure, donc 3 levures inactivées, qui ont des caractéristiques connues à la base, c'est-à-dire que j'en ai une levure inactivée N, donc issue d'une souche A sans processus d'accumulation, une levure qui va être la levure G issue de la même souche, mais qui a subi un processus d'accumulation, et enfin une souche que j'ai appelée ici G+, issue du même processus d'accumulation du glutathion que G, mais d'une souche différente. Cette souche a été récemment brevetée, et en fait, une partie des travaux que je vais vous montrer montre un petit peu où est-ce qu'on en est en termes de technologie et comment est-ce que ça fonctionne sur cette souche spécifiquement. Alors, les résultats de spectrométrie de masse, ils ne sont pas du tout sexy à regarder, ni pour vous ni pour moi, donc je les ai représentés d'une façon un peu plus agréable. En fait, j'ai mis sur un graphique la masse moléculaire traduite en composition atomique, et ça, je les ai représentés en hydrogène divisé par carbone, donc le nombre d'hydrogène divisé par le nombre de carbone, et le nombre d'oxygène divisé par le nombre de carbone. Ça permet d'avoir des espaces spécifiques en fonction des familles chimiques des molécules, et ensuite je les ai colorés donc, en fonction de la présence ou pas d'un soufre pour avoir une vision assez directe de ce qui nous intéresse. Okay. Alors là, ce que j'ai représenté en couleur, c'est les métabolites qui sont uniques à la levure G+. C'est-à-dire que ces composés-là, on ne les retrouve ni dans N, ni dans G, malgré que G ait subi le même processus d'accumulation du glutathion que G+. C'est-à-dire que G+, en plus d'accumuler du glutathion, elle accumule des choses qui sont vraiment uniques à ce produit-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a énormément de composés soufrés. Donc il y a énormément de molécules qui pourraient être nucléophiles. Et ça met en évidence quelque chose de très important pour nous, c'est que ce qu'on pensait être en fait un processus d'accumulation linéaire, c'est-à-dire qu'on accumule du glutathion, voilà, point barre, on se rend compte qu'en fait il est au moins bidimensionnel, c'est-à-dire qu'on va accumuler en diversité de composés, donc notamment soufrés mais aussi aminés, et on va aussi accumuler des composés qui sont potentiellement nucléophiles, donc potentiellement antioxydants, parce qu'il y aura peut-être des soufres qui vont être disponibles. Et il y a un mot que j'ai écrit ici mais que j'aime pas du tout, c'est le mot potentiellement. Parce qu'en fait, potentiellement, ça veut tout et rien dire. Et la suite de mon travail, ça a été de voir est-ce qu'il existe au moins une 3e dimension, voilà, qui serait celle de l'activité. Donc est-ce qu'on peut lier cette diversité et ces composés nucléophiles à une activité, donc, notamment stabilisatrice. Alors là, on retourne au classique de la chimie qu'on fait quotidiennement au laboratoire, et on va essayer de voir, avec un test qui a été éprouvé, la capacité antioxydante ou antiradicalaire, c'est des synonymes, d'une solution de levure inactivée. Donc cette méthodologie, elle est assez simple en fin de compte. On a une solution violette qui est composée de composés oxydants purs, et en fait, quand ces composés oxydants ils sont réduits, la solution elle passe de violet à jaune. Donc on va regarder quelle quantité de produit il me faut pour passer d'une solution de violette à jaune. Et ça nous permet de comparer nos produits entre eux, puisque moins je mets de produits pour diminuer ma couleur, plus ça veut dire que mon produit il est puissant pour réduire un oxydant spécifique, ici le DPPH. Donc j'ai fait ça sur les 3 levures inactivées que j'avais, et j'ai ajouté quelques autres dérivés de levure pour avoir une vision un petit peu globale de l'activité des produits qui étaient disponibles. Décidément. Ce qu'on voit assez nettement,
c'est que ici, quand on regarde ce graphique, on voit qu'à gauche, il y a les produits qui sont donc très efficaces pour réduire le DPPH, parce qu'il faut une très faible quantité, ici en milligrammes, donc une très faible quantité de produits, pour obtenir un effet de diminution de 20% de l'absorbance. Et si on ajoute, est-ce que ces produits sont issus de l'accumulation du glutathion ou pas, et ben on voit que oui, les 3 premiers, donc les 3 plus forts, correspondent à des processus optimisés pour le glutathion, et les 3 derniers à des processus que j'ai appelés ici classiques. Donc en fait, est-ce que c'est pas juste qu'on accumule du glutathion, il y a plus de glutathion, le glutathion est réducteur, donc en fait le DPPH montre juste que le glutathion fonctionne. Peut-être, et en fait ça il a fallu essayer de le prouver, donc on a réfléchi en termes de concentration de glutathion dans les produits. Donc ici, c'est ce que je vous ai marqué en rouge, c'est les concentrations en glutathion en milligrammes par gramme de levure inactivée, et on voit que ça suit vraiment bien la courbe. C'est-à-dire qu'on voit que l'accumulation du glutathion, eh ben, il est quand même très lié à la capacité antiradicalaire. Et puis après, je me suis dit, bah, puisque j'ai la concentration en glutathion, je peux calculer sa quantité, puisque j'ai la masse de levure inactivée à chaque fois. Et quand je calcule ce petit nombre, donc qui est la concentration réelle du glutathion au moment de l'analyse, qui correspond à cette diminution de 20% de l'absorbance, bah en fait, on se rend compte que la concentration en glutathion, elle est équivalente dans toutes nos levures, ou quasiment équivalente. Ce qui signifie qu'en fait, ce qui donne l'activité antioxydante à nos produits, bah c'est sans doute le glutathion, mais c'est pas que le glutathion, puisque le glutathion est équivalent. Donc il y a quelque chose d'autre dans ces produits qui est lié au processus d'accumulation, mais qui n'est pas lié au glutathion. Et ça, c'est très important, ça veut dire que ce processus, en fait, en plus d'accumuler du glutathion, il va co-accumuler énormément de choses, et c'est ces choses-là qu'on voit ici qui ont un effet, puisque le glutathion, lui, est similaire entre nos produits. C'était un premier pas, donc là, on montre qu'il y a quand même une activité, mais moi, mon problème, c'est qu'en fait, on montre ça sur un produit chimique exogène au vin qui est difficilement transposable à ce qui se passe réellement dans le vin. Donc encore une fois, on a fait un petit pas en arrière, on est retourné sur ce qu'on connaît, et ce qu'on connaît, c'est cette réaction d'oxydation qui se produit dans les vins. Et en fait, ces fonctions catéchols qui s'oxydent en fonction quinone, ça c'est disponible en laboratoire, et en fait on peut prendre ce composé modèle ici, qui est du 4-méthylcatéchol, et pour l'oxyder, bah, quand on regarde cette réaction chimique, on se dit il suffit de rajouter du fer, de l'oxygène, ça va s'oxyder, et s'il y a des nucléophiles présents dans la solution, eh ben, les nucléophiles ils vont naturellement réagir, parce que c'est un peu leur boulot, donc ils vont réagir avec cette quinone, et puis on pourra les détecter. C'est exactement ce qu'on a fait, on a mélangé du fer, des catéchols, l'oxygène, il y en a partout autour de nous, donc on ne s'est pas inquiété qu'il soit présent ou pas, et puis on a attendu de voir est-ce qu'on détecte des nucléophiles. Alors on en détecte et on observe des choses un peu comme ça, donc ça c'est réellement ce que je vois sur mon écran à peu près. Il y a le nucléophile libre, donc la molécule antioxydante libre en vert, avant qu'on ait ajouté l'oxydant. Une fois qu'on a ajouté l'oxydant, la molécule antioxydante libre disparaît totalement et on obtient une nouvelle molécule, qui est ici en rouge, qui en fait correspond à la masse du nucléophile plus la molécule de catéchol. Donc en fait, avec ça, on a deux informations qui sont très importantes. Déjà, on peut connaître le nucléophile, puisqu'on connaît la masse du catéchol, donc on a la masse de la molécule, donc on fait une soustraction simple et on a la masse du nucléophile, donc potentiellement sa formule élémentaire, donc son identité. La deuxième information importante, c'est que on a la hauteur du pic. Et la hauteur du pic, elle peut être comparée entre les différents échantillons. Ce qui signifie qu'on peut savoir si ce composé nucléophile il est plus ou moins présent dans nos différentes levures inactivées. Et on obtient une sorte de cartographie un peu comme ça, qui est en fait beaucoup plus simple à lire que ce qu'il n'y paraît. Chaque colonne, ça correspond à un nucléophile, si je résume un petit peu. En fin de compte, c'est le nucléophile collé au catéchol, mais on peut faire une soustraction pour enlever le catéchol. Donc chaque colonne correspond à un nucléophile. La couleur correspond à l'abondance de ce nucléophile lorsqu'il est comparé avec les autres levures inactivées. Et les cases grises correspondent aux nucléophiles qui ne sont pas présents dans les levures inactivées. Donc ce graphique-là, il montre quelque chose d'assez intéressant, c'est que déjà, c'est une sorte d'empreinte pour chaque levure inactivée. C'est-à-dire que grâce à ça, on peut dire, sans même regarder qui est qui, on pourrait savoir, toi, tu es plutôt G+, tu es plutôt N, tu es plutôt YD2, etc., etc. Donc c'est une façon de caractériser assez finement sur des fonctions, donc sur des capacités nucléophiles, les dérivés de levure. Et deuxième information, c'est qu'on peut essayer de faire des proximités. Donc quel produit est plus proche d'un autre.
Donc ici, c'est G et G+, qui sont assez proches, puis YD1, YD3, etc., etc. Donc ça, c'est aussi intéressant pour essayer de voir comment ça se passe assez précisément. Le souci que j'ai avec cette méthodologie, qui n'est pas un vrai souci en soi, c'est que là, on a une très belle photo finish. En fait, le match est fini, et puis on regarde le score, et puis on peut comparer les scores des équipes. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ça se passe pendant tout le déroulé du match. Pour ça, en fait, il suffit de suivre l'évolution de ces nucléophiles au cours du temps. On a essayé de le faire. Alors, en réalité, il y en a énormément, il y en a des centaines et des centaines, et ici, j'ai essayé de simplifier au maximum en représentant que quelques-uns, et si vous voulez bien, on va se focaliser sur deux courbes, donc la courbe orange et la courbe grise. Alors, la courbe orange, c'est l'évolution du glutathion fixé sur un catéchol. Donc en fait, c'est le produit une fois que le glutathion a réagi. Donc ce composé-là, on voit qu'il monte dans les deux cas de figure, c'est-à-dire qu'il est produit au cours de l'oxydation. La courbe grise, c'est un petit peu la réciproque. C'est le glutathion libre qui va disparaître puisqu'il est fixé. Donc en fait, c'est la diminution du glutathion. Ces courbes, elles sont sympathiques, mais on ne peut pas vraiment faire de comparatif. Parce que là, on ne peut pas dire lui c'est bien et lui c'est pas bien. Il faut avoir une donnée un peu chiffrée pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Pour avoir une donnée un peu chiffrée, on s'est focalisé sur une seule molécule. Donc ici, on s'est focalisé un petit peu sur le glutathion et puis on a réfléchi un petit peu, on s'est posé, on s'est dit bon, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, cette réaction de glutathion, elle peut se résumer à une formule chimique assez simple. C'est des molécules de glutathion qui réagissent avec des molécules de quinone pour former un produit d'addition. Ça, en chimie, on peut le traduire par une formule qu'on appelle de cinétique d'ordre 1. Donc c'est une exponentielle qui donne en fin de compte la concentration du glutathion à n'importe quel temps. Nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir la concentration du glutathion à n'importe quel temps. Ce qu'on veut, c'est avoir une valeur qu'on pourrait utiliser pour comparer nos produits. Et en fait, on peut calculer le T1,5. Alors le T1,5, c'est très simplement le temps nécessaire pour diminuer de 50% la concentration du glutathion. Et là, ça nous offre une possibilité de pouvoir comparer nos échantillons entre eux. Pourquoi? Parce que dans l'idée, il faut voir ça un petit peu comme sur un match de foot, où le glutathion, c'est un petit peu le défenseur. Si le glutathion, il est le seul défenseur, et qu'on ajoute énormément d'attaquants, donc de composés oxydants, en fin de compte, à la fin du match, le glutathion, il va être épuisé, peut-être même avant la fin du match. Et ce temps-là, on peut le mesurer. Par contre, si c'est pas le seul défenseur, mais qu'il a toute une troupe de défenseurs, à la fin du match, peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront épuisées, mais le glutathion, lui, il aura toujours un peu d'énergie. Donc on peut comparer un petit peu ces temps nécessaires à l'épuisement. Et ce qu'on voit, c'est que dans le produit N, le temps de demi-vie, il est de environ 5 heures. Dans G+, le temps de demi-vie est environ de 70 heures. Ce qui signifie que dans ce produit G+, il y a quelque chose, et sûrement de nombreuses choses, qui sont là pour protéger le glutathion, ou du moins qui sont en compétition avec le glutathion pour fixer les molécules oxydantes. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une sorte d'aspect de synergie qui se passe dans cette solution-là pour contrer les molécules oxydantes. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on montre que c'est pas le glutathion ici qui porte le drapeau de la capacité antioxydante. Par contre, c'est le glutathion qui est utilisé pour montrer à quel point il est stabilisé dans la solution. On peut imaginer un petit peu plus loin de se dire, ce glutathion, si son temps de demi-vie c'est 69 heures, ma bouteille de vin, son temps de demi-vie c'est... Je vous laisse imaginer le potentiel que ça pourrait avoir. On a vu que la capacité antiradicalaire ou antioxydante de notre vin, elle était pas liée à la concentration en glutathion, mais est-ce qu'elle l'est plus quand on regarde les composés nucléophiles présents dans le levure inactivé? On se rend compte que oui, en fait, ça colle plutôt parfaitement. L'ordre de performance antiradicalaire, il correspond bien à l'ordre qui est présent ici. Ce qui signifie qu'en fait, la capacité antiradicalaire, elle n'est pas vraiment liée à la concentration en glutathion, mais elle est plutôt liée à la concentration en composés nucléophiles. Et en fait, ce qu'il faudrait regarder, c'est que le test des ppH, il est révélateur de la capacité nucléophile de notre échantillon. Pour retourner sur des choses qui sont un peu plus palpables pour tout le monde, et notamment pour moi aussi, c'est qu'est-ce qui se passe dans les vins en réalité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté ces levures inactivées dans deux types d'expérimentations très différentes. Donc une expérimentation labo qui ne correspond pas à des standards qui se passent en cave. Donc on a utilisé 3 levures inactivées dans un mou de chardonnay, et l'idée c'était de savoir qu'est-ce qui se passe
dans ce mou de chardonnay après fermentation alcoolique et malolactique. Et à côté de ça, on a eu des essais en échelle pilote sur des vins donc blancs et rosés. Et là, l'idée, c'est de savoir, est-ce que sur différentes matrices, l'utilisation de la levure inactivée G+, elle provoque des changements et lesquels? J'étais et je suis encore un petit peu monomaniaque de la spectrométrie de masse, donc le premier réflexe a été de tout passer en spectrométrie de masse et essayer de voir chimiquement est-ce qu'il y a des similarités ou des différences. Ça, on le voit avec des cartes chimiques, et en fait, la proximité des échantillons sur ces cartes, ça correspond à une proximité chimique. Ce qu'on observe, c'est que ce soit dans les conditions donc, de laboratoire ou dans les conditions pilotes, en fin de compte, il y a une vraie distinction entre les vins qui sont produits à partir de levures inactivées naturellement riches en glutathion et les vins contrôle. On peut aussi remarquer que c'est aussi vrai pour les vins donc avec la levure N. Et du coup, ça montre une chose, ça montre que l'utilisation de levure inactivée, ça a un réel impact au niveau de la chimie des vins. Et donc la question qui vient immédiatement, c'est est-ce que ça a un impact sur la stabilité oxydative des vins? Donc on a fait les tests en DPPH, et là, je vous avoue qu'au début, j'étais un petit peu surpris de voir qu'il n'y a aucun effet. Donc il y a une sorte de dissonance avec des vins qui sont chimiquement différents, mais la stabilité est la même. Et en fait, quand on regarde un petit peu cette histoire-là, on se rend compte que le DPPH, ça révèle la stabilité oxydative du vin au moment où on fait l'analyse. Par contre, en aucun cas, ça donne une idée du chemin parcouru par le vin. Et donc là, on se dit, peut-être que notre vin il est aussi stable avec et sans l'utilisation de levure inactivée, mais peut-être que le chemin emprunté a préservé des propriétés qui étaient intéressantes pour le vigneron. Donc en fait, sur nos essais donc, en échelle pilote, qui sont assez représentatifs de ce qui se passe dans les vins sur un réel domaine, on s'est dit, est-ce qu'on peut doser des composés d'intérêt tels que des composés aromatiques? Alors ça, on l'a fait, et ce qu'on se rend compte, c'est que les composés aromatiques, entre une modalité témoin et une modalité avec l'utilisation donc, de Glutastar ou de G+, la teneur en thiol dans ces vins, quand on fait l'analyse, elle est plus élevée. Ce qui signifie qu'en fait, nos vins ils sont aussi stables, mais par contre, au cours du temps, ils ont préservé quand même le chemin qu'ils ont parcouru, le chemin chimique qu'ils ont parcouru jusqu'au moment de l'analyse, ça a préservé la quantité de thiol. Donc est-ce que c'est lié à G+, spécifiquement, ou juste à l'accumulation du glutathion? Ça, on l'a testé en ajoutant une modalité, c'est la modalité G, et là on voit que la modalité contrôle est en blanc, et G et G+, et on voit que là aussi, G+, donc, qui apporte plus de nucléophiles, comme on l'a vu, elle préserve aussi un petit peu mieux les composés aromatiques dans cet exemple. À côté de cette composante aromatique, on s'est aussi intéressé à ce qui se passait au niveau de la couleur, et notamment des rosés. Et ce qu'on voit, c'est que l'utilisation de Glutastar, ça va produire des rosés qui vont être plus clairs et avec des teintes moins orangées que la condition contrôle ou la condition avec G. Et en fait, cette couleur, elle est intéressante parce que ça correspond un petit peu à ce qui est qualitatif pour les consommateurs aujourd'hui. Donc des rosés clairs et avec une belle teinte. Je vais juste faire une petite slide de conclusion finale. Donc, ce que nous, on a regardé chez les levures inactivées ici, ça a été toute la métabolomique et donc spécifiquement les métabolites qui sont solubles en solution. Donc, on n'a pas du tout parlé de tout ce qui est insoluble, qui est vraiment un autre monde. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, lorsqu'on augmente la concentration en glutathion, lorsque la levure inactivée subit le processus d'accumulation, on n'accumule pas que du glutathion, on accumule une diversité de composés très importante. Et on accumule aussi des nucléophiles qui sont très importants. Et en fait, ces nucléophiles-là, on peut les distinguer lorsqu'on utilise un oxydant spécifique, on peut les extraire, et la diversité et l'abondance de ces composés nucléophiles, c'est un petit peu l'empreinte, la carte d'identité ou l'empreinte de notre levure inactivée. On observe aussi qu'il y a une relation très étroite entre l'abondance des nucléophiles, l'activité antioxydante et la protection aromatique. Parce que si on fait un petit tour de cycle, si mon vin a une forte activité antioxydante, donc du coup ça veut dire qu'il va mieux protéger au cours du temps les composés aromatiques, et ça c'est lié au fait qu'en fait il y a beaucoup de nucléophiles qui sont là pour entrer en compétition avec les composés aromatiques. Et enfin, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on fait fermenter des vins avec la levure inactivée, donc G+, ou ici Glutastar, ça produit des vins qui sont chimiquement différents, et ça produit des vins qui sont aromatiquement plus fruités,
plus frais et mieux préservé. C'était fini, je voulais juste... merci pour votre attention.